Alors, chers téléspectateurs, à présent, nous allons entamer notre partie débat. Comme on a dit au début de notre émission, aujourd'hui, nous allons parler de l'échange culturel, la civilisation et également les éléments de l'échange culturel. Et notre invité pour aujourd'hui, Dr. Il est le directeur du Centre de traduction au ministère de la Culture. Bienvenue à notre programme, docteur. Avant de parler en détail de cet échange culturel, je voudrais bien qu'on fait le lien entre l'échange culturel et les grands noms de la littérature en Égypte. Il y avait bien sûr Naguib Mahfouz parmi autres et également Gamal on a vu ensemble actuellement un portrait de Gamal El-Ritani qui a su à travers ses écritures faire un lien et un échange culturel en présentant le folklore égyptien et le répertoire égyptien à travers ses écritures qui se sont traduits, et cette fois-ci on parle de la traduction comme dans d'autres langues étrangères. Selon vous, un écrivain qui écrit des livres pareils, est-ce qu'il a en tête en écrivant que c'est un des éléments d'échange culturel ou acquis de découvrir que c'est un des éléments de cet échange culturel? Oui, d'abord, la littérature, c'est quelque chose qui est lié un peu à une disposition naturelle vers une autre vision de la réalité qu'on voit. Et un grand écrivain, il ne peut pas faire autre chose. Il est en quelque sorte obligé par de forces plus grandes que lui d'écrire de la littérature et d'éviter le style de procès verbal et de description précise de la réalité. L'imagination fait partie de sa vision du monde. Et bien sûr, toutes les littératures ne sont pas de bonne qualité. Mais il y a qui arrive à faire vraiment de la littérature éternelle et vivante, et en plus une littérature multiculturelle, c'est-à-dire qui peut être reçue avec le même enthousiasme, quelle que soit la culture dans laquelle elle est traduite. Il y a d'autres littératures qu'on est très enthousiaste dans sa culture native, mais quand on le traduit, il n'a pas le même effet. Et Gamal El-Ritani est l'un de ces écrivains qui a réussi à produire une littérature qui passe les frontières et qui peut être reçue avec le même enthousiasme partout dans les autres cultures du monde. Et je pense ce qui est particulier à notre grand écrivain Gamal El-Ritani, c'est qu'il avait un style propre à lui. Il avait une littérature dans laquelle il a su faire un mélange fascinant entre le réalisme, l'esprit de révolte contre l'injustice et un brin de mysticisme. Et c'est difficile à trouver tous ces éléments ensemble dans une littérature. On le trouve dans la littérature de Gamal El-Ritani. Et une littérature peut être traduisible et vivante et qui dépasse les générations dans le moment où il arrive à toucher le fond de l'être humain. Bien sûr, les éléments sur lesquels il compose ses contes et ses récits, ce sont des éléments issus de la réalité égyptienne. Mais comme il est un grand écrivain, il a réussi avec ces éléments de toucher le problème de chaque être humain, quelle que soit sa culture. Et c'est ça la grandeur de Gamal El-Ritani. Bon, maintenant dans la période actuelle, comment vous voyez la culture en Égypte? C'est-à-dire le niveau des œuvres produites qui sont présents actuellement sur la scène, le niveau des écrivains. On trouve actuellement plusieurs jeunes écrivains qui écrivent des livres qui se voient un peu faibles, mais qui vont avec des quantités énormes. Alors, comment vous voyez la culture actuellement en Égypte? Moi, je pense que la culture en Égypte, il a subi quand même de grands coups contre son épanouissement à cause d'un niveau d'éducation très faible et un manque d'encouragement à la lecture chez les élèves et puis un esprit conservateur religieux dominant qui méprise tous les arts et les littératures. Et donc c'est normal qu'on voit le niveau de la culture baisse.
Mais actuellement, on peut voir des indices qui reflètent un certain changement ou transition dans cette situation. Comme vous avez indiqué, le nombre de jeunes écrivains et qui essayent de produire à leurs frais, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, leur littérature. Et avant cela, ils devaient passer par plusieurs filtres pour qu'apparaisse un recueil de nouvelles ou un roman. Et puis ces filtres étaient toujours soumis à des influences, à des pistons, à des institutions étatiques qui n'acceptaient pas n'importe quel roman. Et maintenant, les jeunes écrivains, ils essayent de publier dans des maisons d'édition privées leur littérature sans attendre la reconnaissance officielle. Et ça, c'est une bonne chose. Et on a vraiment une masse énorme de romans et de recueils de nouvelles et des recueils de poésie. Peut-être pas tous de bonne qualité, mais c'est pas grave. Dans toutes ces masses, on va voir à deux, à troisième ou quatrième reprise qui va sortir les grands écrivains. En plus, on voit aussi qu'il y a une certaine audace dans le style. Exactement. Des mots qu'on n'utilisait pas avant, c'était interdit d'utiliser. Et créer aussi des scènes un peu, si je peux le dire, audacieuses, qui attirent un peu les jeunes. Et des mots obscènes qu'on interdit à nos enfants de le dire. Mais eux l'écrivent dans le roman. Et ce n'est pas le signe d'une bonne littérature, mais au moins c'est un signe de courage. Et troisième chose, il y a même aussi le mélange entre l'anglais et l'arabe. On peut voir des phrases en anglais dans un roman arabe, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Donc il y a... Et ça, c'est permis ou bien ça donne un peu de la pauvreté à l'écrivain? C'est-à-dire, ça donne un peu l'impression que cet écrivain, il n'est pas assez fort en arabe. Voilà, peut-être, mais finalement, si on le tolère sous titre d'expérimentation, parce qu'il y avait déjà de l'expérimentation avant, des écrivains même des années 20 et 30 qui ont écrit tout un roman dans le dialecte égyptien, et d'autres qui essaient de mélanger poésie, roman, nouvelle dans le même livre. Et là, c'est vraiment des pistes expérimenté pour retomber sur un style reconnu. Donc maintenant, le bal est dans le camp du public. S'il va accueillir avec enthousiasme ce type de style, ça va être le style de roman de demain. Mais si jamais il ne trouve pas de bon accueil, je pense qu'il sera abandonné bientôt. Mais je ne suis pas par une censure préalable pour dire ce qui est permis ou pas permis. On laisse les gens s'exprimer comme ils veulent. Et puis, on laisse au public d'opter pour le style qui lui plaît. Mais est-ce que vous croyez que le livre a toujours son public, les lecteurs utilisent, je veux dire, le livre traditionnel parce que même à l'étranger, c'était rare quand même de voir les gens lire. Avant ces dernières années, ils se sont un peu encouragés, mais à l'étranger, on voyait toujours les gens circuler avec un petit livre avec eux pour le lire. Maintenant, ce phénomène n'est pas vraiment très répandu comme avant. Pourquoi, selon vous? Voilà, je pense que déjà la lecture chez nous n'est pas assez énorme pour plusieurs raisons. Mais on voyait quand même dans les pays européens qu'on habitue les enfants à lire dès l'enfance, que ce soit les parents ou bien l'école. Rendre la lecture comme activité familière et quotidienne. Alors sinon, on a abandonné ça, et ça c'est le problème. Maintenant, pour expliquer la situation actuelle chez nous, on cherche parfois des explications ou des justifications commodes, qui nous réconcilient avec notre situation médiocre, en disant de toute façon, les gens ne lisent pas aujourd'hui, ils sont devant leur écran d'ordinateur, ils n'ont pas le temps de lire.
Ils lisent à travers l'ordinateur, c'est-à-dire Bien ils lisent sûr, des la livres télévision, c'est numériques. une source de l'information, d'amusement, de littérature. Mais si on veut vraiment vérifier est-ce que c'est vraiment réel, ce qu'on dit, il faut faire une étude, par exemple en France, sur le marché du livre imprimé pendant les 15 dernières années et le marché des ordinateurs pendant les 15 dernières années. Bien sûr, il y a 15 ans, il n'y avait pas d'Internet avec toutes ces possibilités maintenant qui sont devant tous les jeunes. Et maintenant, on a vraiment beaucoup de possibilités. On a des encyclopédies, des dictionnaires, des offres complètes qui sont, qu'on peut les avoir sur Internet. Mais aussi, en même temps, on voit un élargissement du marché des livres. Il n'a pas été réduit. C'est vrai. Donc voilà, justement, si on fait des études, on voit que les livres avancent aussi. Mais avancent en faisant un effort dans la forme, le couleur, les styles. Par exemple, pour le jeune, quand on voit les livres des enfants, c'est vraiment un lieu d'originalité et d'invention, des choses magnifiques qui peuvent vraiment séduire les enfants. Et justement, les jeunes, ce sont les secteurs ou les tranches d'âge qui c'est à la publication des livres. Par exemple, en France, 35% de l'édition sont orientés vers les enfants et les adolescents. Alors que chez nous, en Égypte, il ne dépasse pas 5 ou 6%. Et c'est là où on voit quand même qu'il y a un manque énorme dans notre culture pour les enfants. Les bibliothèques dans les écoles sont fermées et puis on n'oriente jamais les élèves à lire. Aucun enseignant demande à ses élèves d'acheter un livre et de le lire et d'exposer dans la classe. Donc vraiment, j'espère que dans une réforme de l'éducation, donner à la lecture une partie importante pour qu'on remonte dans la lecture. Et moi, je pense que dire que bon, le livre n'a pas d'avenir, c'est quand même une chose qui n'est pas juste et qui va nous accommoder avec une situation médiocre actuelle. Alors, selon vous, comment faire pour encourager les enfants de lire, c'est-à-dire à la maison ou bien à l'école? Comment faire? Quels sont les livres qu'ils peuvent lire? Il y a quand même plusieurs choses très utiles. Par exemple, pour les parents, acheter des livres ou des revues d'enfants comme cadeau à leurs enfants. En France ou en Allemagne, c'est quelque chose qui est très courant par les enfants. C'est-à-dire l'enfant, quand il reçoit une mini-voiture ou un jouet, ben, il est content, mais quand il a un livre, il est aussi content. Et il ne pense pas qu'il a eu un mauvais cadeau, au contraire. Il aime le livre. Le stade de famille, d'éducation familiale, dans lequel on achète des cadeaux pour les enfants à lire. Et dans les écoles, dans les vacances de milieu de l'année, qui est à peu près 2 semaines, le maître demande à chaque élève d'aller avec ses parents acheter un livre dans une librairie et revenir après les 2 semaines l'exposer devant ses camarades dans la classe. Sans préciser c'est quoi le livre, mais simplement que les parents participent à choisir un livre dans la librairie et le garçon se met, ou la fille se met à lire pendant les vacances pour aller exposer ce qu'il a lu. Donc, tous les enfants de l'école sont invités à acheter des livres, à les lire et en plus à faire un compte rendu des livres qu'ils ont lus. Donc ça, c'est le type de pratique qui transforme la lecture en activité habituelle. Et c'est pour cela, on voit par exemple, c'est vrai, les gens passent beaucoup de temps, mais dans les métros, le moyen de transport, les gens lisent des livres en papier. Et on voit aussi, à partir du mois de mai, il y a une grande saison des librairies, parce qu'il y a l'été et les gens vont avec des livres en papier, ils ne vont pas dans le sable avec leurs ordinateurs. Donc la saison de l'été, c'est une grande saison de lecture.
Le marché de Noël pour les cadeaux entre les copains, c'est une grande saison aussi pour les librairies. Donc voilà, tous ces phénomènes, on ne les voit pas chez nous. Et donc il faut mieux vraiment acquérir ces habitudes et en plus soigner la forme du livre pour qu'il soit vraiment un cadeau présentable. Alors, vous avez mentionné, Dr Brice, que la littérature pour enfants ou pour adolescents en France constitue 30% de ce qui est écrit ou tout ce qui se trouve sur le marché. Ici en Égypte, bien sûr, il y a un manque concernant les enfants, mais je voudrais savoir les efforts également du Centre de la traduction afin de traduire et également de présenter cette culture internationale à nos enfants. Voilà, ça c'est une très bonne question. On a deux types de livres pour les enfants. On a les enfants préscolaires et les enfants à l'école primaire qui ont besoin de livres avec un peu de texte et beaucoup d'images. Et là, c'est un livre qui coûte cher parce qu'il faut des couleurs variées, il faut quand même des éducateurs qui font des images. Et quand on fait un petit livre pour les enfants qui va nous coûter cher, il faut qu'on soit sûr qu'il va être bien distribué. Alors, si les bibliothèques des écoles ne nous demandent pas des exemplaires, et si les familles ne viennent pas acheter ça pour les enfants, c'est un risque, économiquement parlant. Un livre des animaux, de renards, de je ne sais pas quoi, et avec des dessins, avec des traductions de textes. Et puis, on fait 2 000 à 3 000 exemplaires qui restent tout le temps là, on ne sait pas qui va les acheter. Mais la deuxième catégorie pour les livres pour les jeunes, c'est la simplification des sciences, de l'art, de l'histoire pour les adolescents. C'est-à-dire entre la tranche d'âge de 12 à 16 ans. Et ce sont des livres, on ne va pas l'heure, mais elle expose la connaissance d'une manière accessible à plus grand nombre. Donc on peut par exemple parler de l'histoire pharaonique ou de l'histoire des arts, expliquer ce que c'est le surréalisme, l'impressionnisme, ou bien on peut parler de l'astronomie, de la théorie de la gravité, du relativisme d'Einstein, en termes simples et compréhensibles pour les jeunes. Et ça, on a commencé à faire des séries et des livres pour ce tranche d'âge et on commence à contacter les centres des jeunes et le ministère de la Jeunesse pour commander ces livres aux jeunes dans les centres sportifs ou bien dans les bibliothèques des écoles. Bon, Dr Anouar Maurice, président du Centre de traduction au ministère de la Culture, on est malheureusement parvenu au terme de notre émission. On vous remercie infiniment d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Merci bien, docteur. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition Bonjour l'Égypte. Je tiens également à remercier ma collègue Inès. Merci bien. Merci Mona. Et je vous retrouve dans quelques minutes, nouvelle édition de la revue de la presse internationale ici à Pascal Ralliement. Merci à tout à l'heure.